Petit mot d'introduction de ma part, et c'est vrai que la ville est une histoire compliquée. Nous l'avons vérifié au cours de cette session de petites leçons. Une histoire qui suit à la fois l'évolution des techniques et des sociétés. Elle est l'expression plus ou moins durable de nos attentes. Alors que nous dit la ville contemporaine dont il va être question ce soir? De nos perceptions et pratiques de la ville et de nos modes de vie, pris, pour dire les choses simplement, entre nostalgie et besoin de changement. La ville contemporaine, c'est un vocabulaire que l'on retrouve dans le discours des politiques et des gazettes spécialisées. Je cite pêle-mêle Éco-Quartier, Macrolot, Plot et Zac, lexique qui ne pousse pas franchement à la rêverie. Et pourtant, c'est avec ces concepts urbains que se dessine la ville contemporaine et la métropole de demain. Alors nous irons vers 8h, vers 20h à Brétigny-sur-Orge avec Jean-Marc Bichat qui, d'un terrain libéré par une grainerie, a fait surgir 800 logements et qui pose la question de la diversité des formes en milieu dense et de leur style architectural. Une demi-heure avant, nous serons avec Anne Carnac pour une étude de cas aux portes de Paris, 54 hectares avec un maximum, c'est ça? Aux portes de Paris, oui. 54 hectares avec un maximum de besoins à remplir sur un minimum de place et dans des conditions d'extrême densité. Et nous nous posons la question de savoir qui l'emporte des formes ou des usages. Et tout de suite, introduction. Leçon introductive donc à cette dernière petite leçon de la ville moderne à la ville contemporaine, où se fait la rupture, avec quels moyens de production architecturale et avec toujours en perspective l'édification de la métropole. Alors la parole va être cédée à quelqu'un qui est un peu chez lui ici parce qu'il est le commissaire de l'exposition permanente, c'est-à-dire qu'il a garni les murs du pavillon de l'Arsenal. Il s'agit de Philippe Simon, qui est architecte, urbaniste, enseignant à l'école d'architecture Paris-Malaquais et chercheur, et vous cherchez surtout en direction du devenir de la métropole parisienne. Alors, cher Philippe, à vous de lancer le bal avec une première question assez simple finalement. Bon, le mois dernier, il était question de ville moderne. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville contemporaine. Alors, comment s'est fait la transition entre la ville moderne et la ville contemporaine? Faut-il parler de transition en douceur ou de rupture plus ou moins visible? Non, c'est pas bien la question. Si, la question est en effet fort juste, et en effet, mais tellement complexe que y répondre rapidement est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que la question de parler de la ville contemporaine revient à parler des conditions de sa fabrication, donc de comprendre comment elle existe, et de dépasser la question uniquement des formes pour comprendre comment des logiques politiques, réglementaires et autres vont produire des formes diverses ou au contraire extrêmement régulières. Donc le discours, la présentation que je vais vous faire va essayer de remonter en amont pour comprendre comment des décisions et des philosophies, des postures, des postulats autour de certaines questions vont façonner le paysage de la ville et de la ville contemporaine. C'est vrai que donc, pour répondre à Sylvie, en effet, si on dit ville contemporaine, à partir de quel moment peut-on situer cette période? La ville moderne, en effet, on la connaît de manière plus ou moins caricaturale. En effet, il y a une ville moderne, mais il y a plutôt des villes modernes. Il y a la ville des grands ensembles, qui est issue donc de la charte d'Athènes, théorie des années 40, avec un rapport extrêmement hygiéniste à la ville, une organisation, comme on le voit à l'image de Sarcelles, où ce sont des bâtiments orientés par rapport au soleil, avec une distance les uns par rapport aux autres, et un abandon de toute une série d'éléments qui faisaient la ville de manière traditionnelle, l'espace public, la rue, la manière de construire sur des parcelles côte à côte, et donc là ce n'est plus qu'un très grand territoire traité de manière extrêmement homogène. Mais
les villes modernes, c'est aussi la ville, cette obsession pour séparer les choses. Les quartiers, par exemple, de Dalle, comme on voit cette image sur le quartier de Beaugrenelle, où il s'agit de séparer, en gros, piétons et voitures. Alors, pour des raisons de sécurité, quand on regarde les faits divers dans les années 60, en effet, il y avait une peur de la voiture, un nombre d'accidents extrêmement important. Et donc, le fait de mettre les piétons au-dessus des voitures était une manière de permettre une vie plus sécure. Mais aussi, c'est une logique on retrouve pour les flux, pour les transports, mais qu'on va retrouver aussi pour les usages. On va séparer le logement de l'activité, on va séparer les différents types de logements. On va faire en sorte d'avoir une ville dans laquelle les zones sont extrêmement claires et homogènes et dans lesquelles ces notions de frottement ont tendance à disparaître. Et il y a une sorte de troisième ville moderne, ou un troisième temps de la modernité, issu de mouvements des années 60, ce qu'on appelle les gens du Tim Ten, des gens, donc en France, on connaît beaucoup Renaudy, qui a construit, entre autres, à Ivry, avec une idée d'une ville qui est plus organique, un peu en opposition avec cette première idée de cette ville moderne extrêmement séparée, où là, la ville devient une sorte de tout. On essaie de mélanger, pas entièrement, les voitures restent à part, mais on va penser la ville comme une sorte d'organisme vivant qui va pouvoir presque s'agrandir et s'agréger de manière presque naturelle. Et là, le fantasme de ces architectes, donc leur imaginaire, c'est l'imaginaire de la ville, de la Médina, de la ville médiévale, d'une ville labyrinthique. Donc on est passé de l'idée d'une ville extrêmement lisse, où les choses sont à distance, à un imaginaire d'une ville justement extrêmement complexe, extrêmement, comment dire, avec ce côté un peu mystérieux que la ville labyrinthique, ces villes médiévales pouvaient avoir. Donc tout ça, c'est voilà, les années 50, 60, 70. Et le modèle va s'essouffler. Le modèle s'essouffle pour différentes choses. D'une part parce qu'on arrive à un moment où il y a une crise économique, la fameuse crise du pétrole. Une de plus. Mais quand même une rupture extrêmement violente, c'est la fin des 30 Glorieuses. Crise idéologique, crise philosophique, la postmodernité. Donc on réinterroge certaines de ces valeurs, cette idée du progrès infini qui avait baigné en effet toute l'après-guerre, s'arrête d'un seul coup. Ben, ce n'est pas aussi simple que ça. On va réinterroger des grands postulats, apparition de l'écologie, donc l'idée que la croissance soit un moteur infini est réinterrogée. Et donc il y a toute une série d'éléments qui font que on remet en cause un certain nombre de principes, et donc ça va aussi se marquer sur les questions urbaines. Alors, le règlement... C'est l'acte fondateur, ça. Hein. C'est l'acte fondateur. Si on repart en amont, comment en effet la ville se forme, qu'elle soit donc aujourd'hui ou de manière contemporaine ou de tout temps, alors que l'ensemble du territoire est un territoire privé. Donc comment en effet on peut décider que la ville va se diriger de telle ou telle manière? Comment va-t-elle se transformer? Comment va-t-elle muter? Comment va-t-elle évoluer? Pour cela, il y a des règlements. Les plus anciens règlements remontent, je crois que c'est François Ier. C'est entre autres des raisons de sécurité. On va interdire les constructions en bois apparentes et on va rendre obligatoire du plâtre sur les bâtiments en bois pour éviter les questions d'incendie et de propagation des incendies. Donc le règlement est d'abord pour une raison de sécurité. On va retrouver des règlements comme ça tout au long de l'histoire parisienne, sous Louis XVI, où il y a une sorte de grand règlement dans lequel il s'agit d'harmoniser la ville, de faire en sorte que Paris devienne une ville avec des bâtiments extrêmement homogènes. On n'est pas dans des questions de salubrité ou d'hygiène, c'est vraiment une question d'abord d'esthétique, embellissement des villes. Le mot urbanisme n'existe pas à l'époque, on parle d'embellissement. Donc ce règlement sous Louis XVI consiste à dire on va harmoniser les rues de Paris pour que tous les immeubles soient à peu près semblables. Donc les règlements vont se succéder. Les règlements dans les années 50, ils sont assez terribles parce qu'il s'agit de... Quelque part, le remembrement qu'on connaît dans les campagnes se passe de la même manière en ville. On va remembrer la ville, on va casser les parcelles. On va se dire qu'on peut dissocier le rapport entre la rue et l'immeuble. C'est-à-dire qu'un immeuble peut monter très haut à partir du moment où il est en recul par rapport à la rue. Donc dans les années 70... Qu'est-ce qu'on invente? Donc à Paris, il y a une série de choses. L'élection d'un maire en 77, il n'y a pas eu de maire à Paris depuis la Révolution, ce qui fait que le pouvoir de décisionnaire revient entre les mains des élus parisiens et non plus avec ce statut extrêmement ambigu où le préfet
donc le représentant de l'État, avait finalement plus de pouvoir que les élus municipaux. Il y a l'atelier parisien d'urbanisme qui existait depuis quelques années, qui lance une grande enquête historique. C'est la carte qui est à gauche, par un historien, François Loyer, amoureux du 19e siècle qui est mal connu à l'époque. Et François Loyer va faire une enquête extrêmement passionnante à la parcelle pour comprendre les grands ensembles harmonieux parisiens. Il sillonne la ville à Solex. Hein. C'est ça, on raconte qu'il a sillonné Paris à Solex à l'époque. Et de cette enquête débouche le premier règlement important à Paris qui va remanier tout ça, le plan d'occupation des sols, le POS. Et c'est ce POS donc, qui revient sur des formes historiques plus classiques. Loyer va faire un livre qui est un livre fondateur qui s'appelle L'immeuble et la rue. Et en effet, ce règlement d'urbanisme revient sur ces formes traditionnelles, l'immeuble, la rue, la parcelle. L'immeuble est construit le long de la rue et on est dans une logique de proximité et il n'y a plus ces distances un peu ambiguës entre la rue et le bâti. Et donc c'est aussi dans ce règlement, on va imposer, donc on va construire à l'alignement, on réimpose des gabarits, c'est-à-dire des formes de toiture qui s'inspirent des règlements de 1884. En gros, on s'inspire du comble à la mansarde avec le brisier et le rampant. Donc on retrouve sur des formes urbaines traditionnelles. Et on impose la hauteur aussi. Et on impose des hauteurs sur rue qui sont des hauteurs, en effet, qui retrouvent les gabarits des années 1880. Mais c'est finalement un plan qui brime la ville, non? C'est un plan qui, je ne sais pas s'il brime la ville, parce que est-ce que les grandes opérations... Qui encadre la ville. Qui encadre la ville, mais est-ce que les grandes opérations de rénovation des Hauts-de-Belleville ou du secteur glaciaire... il faut pas, vous savez, au pavillon L'Arsenal, on aime bien. Hein. Oui, mais on peut quand même les interroger, ces opérations. Oui. On peut les interroger. Elles sont assez fascinantes pour certaines choses, mais elles ont aussi d'autres types de défauts. Mais ce qui est intéressant avec ces règlements, qui a priori, comme vous le disiez, encadrent, c'est qu'ils permettent aussi beaucoup de liberté. Là, c'est quelques immeubles construits au début des années 80, avec ce règlement qui est qui paraît extrêmement strict. Et on voit là donc 5 opérations très différentes. On peut à la fois faire du néoclassicisme, Ricardo Bofill dans le 15e. On peut réinterpréter une architecture moderniste à la Le Corbusier, mais sur un plan d'îlot, en respectant les alignements. On peut inventer des formes particulières. Et surtout, ce qui est assez passionnant de tous ces travaux d'architectes, c'est l'idée que même si cette ville revient sur une forme historique, on va réinterroger son épaisseur. On va réinterroger le fait qu'il y a des cœurs d'îlots. Et c'est vrai que c'est une sorte de fantasme, ces villes, c'est comme le faubourg Saint-Antoine avec ses grandes cours industrielles, ces endroits où il y a des ateliers et autres. Et donc cette fascination pour le fait que la ville, certes, a une façade, certes, il y a la rue, l'espace public, mais qu'il y a aussi donc, des intérieurs. Et ce qui est assez fascinant, c'est de voir tous ces architectes qui cherchent à creuser leur façade, à creuser des cours. C'est la ville contemporaine, alors. C'est une ville des années 80. C'est le début de la ville, oui, c'est ça. C'est ça, c'est le début de cette période. Et ce qui est extrêmement intéressant, et vous dites que c'est une décennie difficile pour les architectes. Non, ce n'est pas une décennie difficile, c'est que toutes décennies sont difficiles pour les architectes. Celle actuelle est encore pire que toutes. Hein. On pourra en parler longuement après sur les misères des agences aujourd'hui. Mais bon. En tout cas, ce qui est fascinant, c'est le fait que même s'il y a un règlement qui revient sur des logiques historiques, ce règlement est perturbé par le fait que les architectes cherchent à l'enrichir par d'autres éléments. Et en effet, ce rapport à la faille, à l'entre-deux, à l'intérieur, est une chose qu'on va retrouver aussi de manière extrêmement présente aujourd'hui. L'autre élément qu'on retrouve donc qui revient dans les années 70-80, c'est le retour à la rue, à l'espace public. La rue avait disparu dans les grands ensembles, les quartiers de Dalles, même dans ces villes labyrinthiques. Et là, on a un dessin de Bernard Huette, qui est un des grands architectes théoriciens des années 80, grand enseignant. On lui doit les Champs-Élysées. Et voilà, donc c'est un dessin sur les Champs-Élysées, et c'est un dessin à la manière d'Alphand, qui avait dessiné les promenades de Paris sous Haussmann, et un dessin dans lequel on retrouve en effet le fait de comment on peut mettre côte à côte des voitures, des piétons, comment on peut faire en sorte qu'il y ait des piétons qui vont vite, des piétons qui se promènent, des gens qui s'assoient, comment la rue peut devenir un lieu de promenade tout en un lieu dans lequel on puisse circuler. Et donc c'est aussi ce grand retour dans des années 70-80, le retour à l'espace public et à la rue, et une chose qui reste extrêmement présente, comme je vous le montrerai tout à l'heure un peu plus tard. Ce règlement, donc le POS a évolué, donc 77, et va être transformé en 2000, va être remplacé par le plan local d'urbanisme, le PLU, qui est toujours de vigueur aujourd'hui, même s'il évolue de manière régulière.
La grande différence entre le POS et le PLU, c'est que le POS est un document essentiellement d'évolution foncière. C'est un document qui décide que sur telle ou telle parcelle, on va construire de telle ou telle manière, de tel ou tel usage. Mais ça reste quand même des zones extrêmement étendues, et le POS avait un document qui avait tendance à amalgamer de manière extrêmement importante des zones extrêmement importantes. Le PLU revient à la parcelle, encore de manière plus précise, de manière plus fine, avec une analyse et un diagnostic extrêmement précis, et des documents comme il y a plein de sigles et d'acronymes comme les urbanistes aiment. Je fais une petite parenthèse. Allez sur le site, il y a deux députés qui ont eu une mission pour la simplification des procédures et des normes, et ils font des tonnes de pages sur tout ce qui est urbanisme. Vous voulez nous faire mal, là, hein? Oui, on fait mal dans le premier. Et en effet, sur l'urbanisme, il y a au moins 3 pages d'acronymes sur tous les termes en vigueur aujourd'hui. Et en effet, donc, il y a des PADD, des PLH, etc., etc. Mais tous ces documents qui ont ces acronymes un peu étranges permettent d'avoir une vision et un diagnostic sur la ville extrêmement fin. Et c'est totalement passionnant de consulter, parce que la connaissance de la ville aujourd'hui est devenue d'une telle finesse entre les documents venant de l'INSEE et tous ces documents-là, qu'on peut vraiment, on a un état des lieux, on sait là où il y a des problèmes, on sait là où on peut faire évoluer des choses, là où il y a des zones mutables, et on est dans un document qui a une telle finesse que ça en devient extrêmement passionnant dans la manière de transformer les choses. Et ça permet d'agir. Et ça permet d'agir avec, en effet, vraiment, on peut agir sur tel bâtiment, telle zone ou tel endroit, et avec justement un rapport à l'existant qui est beaucoup plus fin. À côté, l'autre grand instrument pour faire évoluer la ville qui est entre les mains des politiques, c'est la ZAC, la zone d'aménagement concerté. Alors la ZAC, c'est né par la loi foncière de 1967, et au départ on invente des ZAC pour sortir de la règle, sortir de la norme, en sachant que les lois, les règlements urbains dans les années 60 sont déjà extrêmement libéraux, mais on invente un instrument pour être encore plus libéral que libéral. En 76 ou 77, là j'ai un trou sur la date, on fait en sorte que la ZAC devienne un instrument plus en concertation avec ce qui se passe autour, un instrument dans lequel il s'agit de travailler en logique avec les autres règlements urbains qui sont produits autour. La ZAC a comme avantage qu'elle permet de sortir en effet du règlement ordinaire, mais elle permet aussi des expropriations, elle permet aussi donc de mettre en place une politique au sens gestion de la ville, et pas vigoureux. Une politique qui peut être vigoureuse ou extrêmement douce. En tout cas, elle permet d'agir de manière totalement différente en gérant le territoire dans un intérêt collectif, dans un intérêt public, dans un intérêt partagé. Alors, il y a des actes qui sont des fois des cas un peu particuliers. Il y a eu quelques erreurs à Paris, ailleurs aussi. Mais dans l'idée, c'est un instrument qui est extrêmement passionnant, parce que ça permet à la fois de lier des investissements privés, des investissements publics, ça permet de valoriser un territoire, ça permet de faire en sorte que le rapport entre de l'équipement de type jardin, école, etc., et des intérêts privés, promotion immobilière, et de l'intérêt social à travers du logement social, arrive à se mixer pour donner des opérations qui ont une qualité de vivre. Et là, il y a 2 exemples. Et les architectes font cause commune dans les ZAC. Alors justement, je vais y venir. Parce que donc, les ZAC ont l'intérêt aussi de rediviser en parcelles, en lots, et donc de réinterroger qui construit sur chaque lot et comment on met côte à côte des lots. Et on verra dans les opérations de Batignolles ou en effet à Bretigny, comment aujourd'hui des opérations essayent d'aller encore plus loin dans cette logique de la mixité, de la proximité entre différents types d'architecture. Et alors, il y a 2 grandes ZAC importantes à Paris qui sont en effet assez fondatrices dans ces réflexions sur comment on peut construire côte à côte. La ZAC de Bercy, qui était coordonnée par Jean-Pierre Buffy, donc le long du parc de Bercy, donc à la place des entrepôts, des ex-entrepôts viticoles, plutôt d'un petit bout des entrepôts viticoles de Bercy. Et cette ZAC a posé comme préalable comment construire un grand front urbain sur plusieurs centaines de mètres de long, avec une dizaine d'architectes différents. Et le long de la Seine. Avec la Seine en arrière-plan, orientée au sud, le parc. Donc, comment arriver à construire avec des programmes différents? Il y a des écoles, il y a des logements sociaux, il y a de la promotion immobilière. Comment faire en sorte que des architectes extrêmement différents arrivent à créer une unité urbaine? Et donc Jean-Pierre Buffy va mettre en place une série de règles, va obliger les architectes à discuter les uns avec les autres. Lui, il va imposer par exemple un système de balcons. Tous les architectes devaient faire le même balcon pour retrouver cette unité.
il y avait comme imaginaire derrière le Palais Royal, cette idée d'un jardin le long, avec des bâtiments tout le long. Donc il faut trouver une unité. Alors, on n'est plus sous Louis XVI, donc le Palais Royal, on ne peut pas le faire tel que. Et aujourd'hui, il y a d'autres intérêts et d'autres types de programmes à mélanger. Oui, mais c'est très réussi. Et donc, c'est un ensemble extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment des formes différentes, des architectes. Et là, pour une des premières fois à Paris, on voit des architectes qui vont travailler les uns avec les autres sous la férule, sous la coordination de Jean-Pierre Buffy. Seconde ZAC extrêmement passionnante, un peu dans un même genre, mais avec une réflexion différente, c'est la ZAC Masséna, Christian de Portzamparc, qui lui va réinterroger l'îlot. Il va se dire qu'aujourd'hui, la forme de l'îlot fermé était sans doute extrêmement intéressante au 19e siècle, qu'on peut aujourd'hui retrouver d'autres types de paysages urbains, qu'on peut retrouver des paysages urbains, un peu comme on voyait tout à l'heure, avec des creux, des cœurs d'îlots, des jardins, des endroits où on va commencer à partager des choses, où il n'y a pas l'arrière et l'avant, il n'y a pas une ville noble et une ville à l'arrière un peu cachée. Et donc, Christian de Portzamparc va essayer de créer une sorte de logique urbaine dans laquelle les bâtiments, de parcelle à parcelle, d'îlot à îlot, se répondent les uns les autres. Quand je construis un bâtiment haut d'un côté, en face, on va se mettre en recul. On va construire un bâtiment bas. On va trouver une logique de paysage dans lequel les bâtiments forment un tout, mais pas un tout forcément harmonieux, mais un tout dans lequel ces jeux de vis-à-vis, de hauteur et autres permettent de créer une variation et une richesse que Christian de Portzamparc pensait ne pas exister dans la ville traditionnelle ou dans la ville un peu trop harmonieuse. Et elle est achevée, cette ZAC ? Elle est toujours en cours. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est une chose qu'il faut aussi rappeler dans la question urbaine. Quand même, hein. Le lancement de la ZAC Seine-Rive-Gauche, ça commence dans les fin des années 80 avec plein d'interrogations autour des hypothèses de Jeux Olympiques, d'Expo universelle. Et donc les premiers schémas très précis, en gros, c'est le concours de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, en 89. Et aujourd'hui, il existe encore des tonnes d'îlots qui restent inachevés. Et c'est assez fascinant de voir qu'en effet, pour faire un quartier de ce type-là, avec une telle mobilisation, il faut plus de 30 ans pour arriver à façonner un tel quartier. Donc, on peut s'interroger sur les lieux où cette ville contemporaine se fait. C'est à la place des anciens terrains, des zones obsolètes. Aujourd'hui, l'industrie a quitté la France en grande partie, mais Paris dès les années 50. L'industrie quitte Paris dans les années 50 pour des raisons politiques, entre autres. Il s'agit de délocaliser, de reconstruire des usines dans un grand territoire. C'est un choix politique à un moment donné de changer. Mais c'est aussi un choix foncier. Derrière toute opération urbaine, il y a une logique économique. Si un terrain va muter, c'est parce que ce qu'on va y proposer va sans doute être plus intéressant d'un point de vue la rentabilité. Le coût foncier, l'économie foncière est extrêmement importante. La ville devient outil de rente foncière. La ville a toujours été outil de rente foncière. Elle a toujours été. Quand on détruit l'hôtel du Grand Condé vers 1780 pour construire le théâtre de l'Odéon à la place, c'est bien parce que c'est plus intéressant de construire une dizaine d'immeubles de rapport et un théâtre plutôt que de garder un seul hôtel particulier. De tout temps, la ville est une logique foncière, une logique économique. Et donc là, en effet, les usines se déplacent. En effet, avoir une usine automobile dans le centre de la métropole était une chose, en effet. Donc tous ces terrains sont libérés. C'est la grande ZAC, en effet, des rives de Seine, du trapèze de Boulogne-Billancourt. Ce sont aussi des territoires à l'ouest de la Défense avec des tonnes de projets urbains qui n'avaient pas été achevés, une autoroute qui était restée aussi suspendue et des terrains en friche. Et donc c'est ce grand aménagement autour des terrasses à Nanterre. Ce sont aussi des mutations dans des zones fragiles, en effet des zones qui en effet se paupérisent et dans lesquelles en effet il y a une mutation qui va être mise en place parce qu'il y a insalubrité et alors ambiguïté parce que l'insalubrité et la rénovation d'un tel quartier permet aussi la gentrification. Donc bien souvent, en effet, l'augmentation de la rente foncière fait en sorte que les populations, on va dire, plus pauvres et plus populaires qui existaient à un endroit finissent par... alors, à Paris... En effet, c'est là où le politique est important. La présence du logement social est extrêmement importante. Il y a l'obligation d'un nombre de logements sociaux extrêmement important. Et même dans les quartiers où les plus chics, dans lesquels il y a des opérations immobilières qui sont mises en place, il y a une imposition, en effet, d'avoir un nombre de mètres carrés de pourcentage de logements sociaux qui est imposé pour arriver, en effet, à essayer de gérer une mixité plus importante.
La ville, ça se produit aussi à coup d'événements. Il y a ce qu'on appelle l'effet Bilbao. À Bilbao, en effet, on met le Guggenheim. C'est une ville qui était en pleine déshérence industrielle. Et en faisant, en effet, une sorte de grand coup culturel, en construisant une architecture bizarre avec Frank Gehry, on pense que ça va... D'ailleurs, ça a marché. La ville s'est rénovée. La ville a retrouvé une impulsion extrêmement phénoménale. Et aujourd'hui, en effet, on peut s'interroger sur certains des grands projets. Alors là, c'est des projets d'État et un grand projet privé. Ces grands projets ont un rôle aussi dans la manière de dynamiser une ville. C'est le Bois de Boulogne, ça? C'est le bâtiment de Guéry dans le Bois de Boulogne et c'est la Philharmonie de Jean Nouvel à la Villette. Et en effet, on peut, dans l'histoire récente, les grands projets présidentiels, les grands projets de Mitterrand ont aussi été des actes forts qui ont permis de dynamiser des quartiers parisiens. Alors, c'est tout? Non, c'est pas tout. Je fais une petite pause avec une image blanche. Parce que c'est presque fini quand même. C'est presque fini. Je vais aller très vite parce qu'en effet, on va voir des projets extrêmement passionnants. Comme je disais tout à l'heure, en effet, la ville, c'est d'abord une décision politique. C'est d'abord le choix des politiques de savoir comment la chose va évoluer. Alors certes, ils sont entourés. Il y a des services techniques avec des gens qui ont des fortes compétences, qui ont le passé d'une histoire et donc des mutations. C'est aussi, donc en effet, des architectes, des paysagistes, des urbanistes, mais aussi des économistes, des sociologues, des historiens, des économistes, des géographes, des économistes. Le rapport à l'économie est extrêmement important. Il y a encore des économistes. Non, mais il y a l'économie commerciale. Aujourd'hui, en effet, donc, il y a une logique, voilà, mais c'est le politique qui va impulser, c'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider s'il va y avoir... la ville va changer, s'il va anticiper vers un futur, si au contraire il va se bloquer dans un état des lieux, s'il va essayer d'imaginer qu'on peut vivre mieux à un plus grand nombre, ou si au contraire on va rester dans une sorte de petit village gaulois. Donc il y a aussi les habitants, c'est vrai, je me permets, j'oubliais un peu, alors qu'en effet les conseils de quartier, tout ce qui est réseau associatif, tout ce qui est concertation, et en effet on voit bien comment... on peut dire que l'opinion publique française est relativement conservatrice. Et pas forcément, moi j'ai vu en effet dans certaines communes où des réunions de concertation étaient des moments extrêmement passionnants, parce qu'il y avait une envie partagée par les habitants, par les élus et par les équipes en charge de faire évoluer une commune, une envie de faire évoluer en effet, d'être contemporain, de parler de mixité, de proximité, de vivre ensemble. Et je crois que c'est... Voilà. Ça arrive, la concertation, et en effet, c'est pas uniquement toujours... C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, en tout cas. Et en effet, moi j'ai vu aussi, j'ai discuté avec des gens qui travaillent sur les concertations, entre autres en Allemagne, où il y a une vieille habitude de la concertation. Et en effet, là, la concertation est toujours dans l'idée de faire mieux et non pas toujours de conserver les acquis des uns et des autres. Ça suffit le modèle allemand. Ça suffit le modèle allemand. Ça dépend pourquoi. Oui. La concertation, on peut s'y inspirer. On peut s'en inspirer pour certaines choses. Alors, une fois qu'on sait que le politique, en effet, il y a des séries donc, en effet, de personnes, de groupements autour ont des choses à dire, il y a des séries d'instruments qui vont modifier les choses. Alors, en effet, c'est lesquels? En effet, il y a le rapport, on en parlait, à la mixité. Comment arriver à faire en sorte qu'on vive ensemble le mieux possible. Tous les sociologues ont montré que la ville dans laquelle il y a des mélanges, dans laquelle il y a à la fois de l'activité, du commerce, de l'habitat, qu'il y a des gens avec des niveaux culturels et des niveaux économiques différents, c'est la ville qui est la plus intéressante, dans laquelle on vit le mieux. Les villes dans lesquelles les gens ont tendance en effet à se regrouper par entité, par classe sociale et autres, ont tendance en effet à poser à terme des problèmes, que ce soit des ghettos pour riches ou des ghettos pour pauvres. On sait qu'il y a toujours des moments donnés où cette absence de friction entre personnes a tendance en effet à avoir des conséquences négatives à terme. Donc, comment travailler cette mixité? Comment travailler... donc ça, les règlements sont là pour ça. En effet, on va imposer des nombres de logements sociaux. On va imposer à des promoteurs privés d'intégrer certaines choses. On va faire en sorte de vendre le coût du foncier une certaine somme parce que ça permet de payer des équipements par ailleurs et ces équipements vont permettre en effet cette mixité aussi. Donc il y a des tonnes d'outils qui existent comme ça.
Non, pas une conclusion encore. Oh là 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 Je vais essayer. Non. Et les autres? Non. Philippe, alors, on conclut. Non, la conclusion, c'est après, il y a en effet, il y a plein de sujets qui sont à aborder. On peut faire un lexique de toutes les questions qui peuvent être intéressantes à aborder quand on regarde la forme d'une ville, parce que c'est un peu le sujet aussi. Le rapport, en effet, entre le privé et le public. Comment on va traiter la manière dont un immeuble privé s'installe en proximité plus ou moins immédiate avec un espace public? Est-ce qu'il y a un entre-deux? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des pilotis? Est-ce qu'il y a un socle? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce que... Ouais, vous m'avez perturbé, je ne sais plus ce que j'allais dire. Il y a des questions de hauteur, de matériaux. Et j'avais donc choisi de finir par plein d'images de projets aujourd'hui, à la fois dans des quartiers nouveaux, à la fois sur des questions justement de rapport à l'espace public, hein, qui interrogent. Est-ce qu'il faut des architectures inédites? Est-ce qu'il faut faire du sensationnel? Est-ce qu'il faut proposer des choses qu'on n'a jamais vues avec des matériaux bizarres, avec des porte-à-faux étranges, avec des sortes d'idées d'architecture plus ou moins empilées? Est-ce qu'on revient à des idées de petite échelle? Là, c'est ce qu'on appelle de l'habitat intermédiaire, où c'est à la fois des maisons et des petits immeubles collectifs avec des échelles comme ça, où on sent qu'il y a des jardins partagés, qu'il y a des cours, qu'il y a des terrasses. Est-ce qu'on revient sur des architectures qui se réfèrent à elles-mêmes, des architectures dans lesquelles il ne s'agit pas de faire des grands effets architecturaux, mais de réfléchir sur le matériau, le rapport entre la fenêtre et le plein, de réfléchir à des matériaux, la brique, le bois? Où est-ce qu'on cherche des couleurs? Où est-ce qu'on cherche des formes? Où est-ce qu'on va essayer de monter? Est-ce qu'on va essayer de travailler la hauteur? Parce qu'en effet, la hauteur permet une certaine forme de densité. Donc, est-ce qu'on va chercher à être original ou plutôt à faire une forme d'architecture un peu simple? Et... donc voilà, donc c'était une sorte d'idée, un peu de panorama, de plein d'exemples que je pourrais détailler image par image, mais je sens que je vais être chassé parce que voilà, on s'interrogeait le rez-de-chaussée, la manière dont un immeuble accroche le ciel, le rapport en effet entre l'intérieur et l'extérieur, les effets. Alors j'ai une dernière question. Et vous les balcons, etc. Et vous dites, tout est possible? Non, je ne dis pas que tout est possible parce que ça dépend des contextes, des lieux. En effet, ma conclusion, ça serait un peu sur... Au fait, aujourd'hui, on est dans une époque où on a l'impression que tout est possible. Et une époque où aussi on est une sorte de production de ville que je dirais générique, au sens où vous retrouvez un peu les mêmes architectes, les mêmes architectures et les mêmes espaces publics à Amsterdam, Madrid, Milan, Paris. Et donc, en effet, on sait qu'aujourd'hui... il y a une sorte de ville en réseau, une sorte de ville Internet dans laquelle on retrouve les mêmes boutiques Ikea partout, on retrouve les mêmes Facebook partout. On est en effet dans une sorte de réseau un peu international. Et en même temps, comment faire en sorte que les villes s'accrochent à un lieu? Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, quand on construise, il ne s'agit pas de faire du pastiche, il ne s'agit pas de dire c'était mieux à l'époque d'Haussmann parce qu'aujourd'hui on est incapable de le faire. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas forcément intéressant parce qu'on vit différemment. On n'a plus de bonnes, on n'a plus de domestiques pour mettre sous les toits. D'autres raisons. Et donc, comment aujourd'hui, en effet, faire une ville contemporaine qui soit capable d'être quelque part et de s'accrocher à un sol, à un ciel et de créer des lieux? C'est une très belle question, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Simon.